Oui, Sophie Albert est une cariatide et Georges Sauveur est un Atlante. Ce sont en fait deux horticulteurs qui nous offrent ces fleurs de rhétorique. Et quand nous regardons le titre des discours, on a l'impression qu'il y a comme des correspondances où ces discours seraient presque de vivants piliers qui semblent se répondre. Mais nous verrons que ça n'est pas du tout le cas. La taille compte-t-elle? Peut-on encore être un héros? Faut-il faire genre? Et faut-il faire genre? Je m'étais dit, tiens, c'est curieux parce que ça répond à un héros. Et donc, je pensais qu'on était dans le genrage. Et vous savez que les gens genrent désormais. Eh bien non, pas du tout. Vous le verrez, c'est une surprise. Ce sera le dernier de ces discours. Mais je voudrais, parce que vous verrez que ces discours sont de haute tenue, et je voudrais tenter de faire en sorte que nous puissions élever nos esprits, nos cœurs, et j'ose dire nos âmes, c'est un mot qu'on n'emploie plus guère, jusqu'à ces discours. Et j'ai décidé qu'il fallait être fou et être apologétique. Et je voudrais vous lire deux citations, mais la première, elle est de Chateaubriand. C'est dans son Génie du christianisme. Vers la fin, il y a un chapitre absolument... c'est un livre même de ce livre qui est consacré à l'éloquence chrétienne. Et je vais vous en lire quelques extraits. Les anciens n'ont connu que l'éloquence judiciaire et politique. L'éloquence morale, c'est-à-dire l'éloquence de tout temps, de tout gouvernement, de tout pays, n'a paru sur la terre qu'avec l'Évangile. Cicéron défend un client. Démosthène combat un adversaire ou tâche de rallumer l'amour de la patrie chez un peuple dégénéré. L'un et l'autre ne savent que remuer les passions et fondent leur espérance de succès sur le trouble qu'ils jettent dans les cœurs. L'éloquence de la chair, avec un E, a cherché sa victoire dans une région plus élevée. C'est en combattant les mouvements de l'âme qu'elle prétend la séduire. C'est en apaisant les passions qu'elle s'en veut faire écouter. Dieu et la charité, voilà son texte, toujours le même, toujours inépuisable. Il ne lui faut ni les cabales d'un parti, ni des émotions populaires, ni de grandes circonstances pour briller. Dans la paix la plus profonde, sur le cercueil du citoyen le plus obscur, elle trouvera ses mouvements les plus sublimes. Elle saura intéresser pour une vertu ignorée. Elle fera couler des larmes pour un homme dont on n'a jamais entendu parler. Incapable de crainte et d'injustice, elle donne des leçons au roi, mais sans les insulter. Elle console le pauvre, mais sans flatter ses vices. La politique et les choses de la terre ne lui sont point inconnues, mais ces choses qui faisaient les premiers motifs de l'éloquence antique ne sont pour elle que des raisons secondaires. Elle les voit des hauteurs où elle domine, comme un aigle aperçoit, du sommet de la montagne, les objets abaissés de la plaine. Je pense que nous avons pris un peu de hauteur et qu'il est possible de redescendre maintenant, mais tout en restant à un niveau plus que correct, de redescendre vers notre époque. Et je voudrais vous lire là une très courte citation que j'ai trouvée d'un homme exceptionnel, qui est mort à 97 ans, Bertrand Russell. On se souvient du tribunal Russell, Sartre-Russell, contre la guerre du Vietnam. Ça serait important de s'en souvenir, mais ne faisons pas de politique. Le texte date de 1953, et j'en donne une version mal traduite par mes soins, et ensuite nous l'entendrons en anglais. Si je contrôlais le système éducatif, j'inviterais à débattre des orateurs défendant des positions antagonistes, et je ferais diffuser leurs échanges sur les ondes, dans l'espoir que face à ces morceaux d'éloquence aux antipodes les uns des autres, les élèves puissent apprendre à temps comment se défendre des pouvoirs de la parole et de la pensée, en dépit des plus formidables rodomontades. Alors ces élèves s'élèveraient au rang de citoyens responsables.
Et je voudrais qu'on entende ce texte originel lu par Laura Siboni, qui est la lauréate de Fleurs d'éloquence 2013 et qui, à ce titre, est du haut de ces lauriers de l'an passé, mais qui n'ont fané en rien, nous dira quelques mots d'elle-même. Mais d'abord, nous l'entendons en anglais lire Bertrand Russell. Alors déjà, je peux vous assurer d'une chose, c'est pas parce qu'on a gagné Fleur d'éloquence qu'on est meilleur en anglais. Vous allez l'entendre. Donc, la citation de Bertrand Russell. If I had the control of education, c'est Bertrand Russell qui parle, I should invite speakers on opposite sides on controversial questions to be broadcast to all the schools. And I should hope that by being exposed to the utmost possible eloquence on opposite sides, pupils would in time learn to see through eloquence and to retain the power of thought, even during the most terrifying rodomontade. They would then be capable of growing up into responsible citizens. C'était appréciable, non? Donc c'est une citation de Bertrand Russell dans The Spirit of Inquiry. Et je vais rebondir là-dessus, sans aucune transition d'ailleurs, pour faire la petite introduction au discours des candidats, parce que c'est ça qu'on attend. Oui. Ça se prépare. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Alors, ça fait un peu condescendant quand même. C'est un honneur. C'est un peu trop formel. Donc, je recommence. Aujourd'hui, enfin ce soir, c'est difficile d'écrire un discours. Il faut savoir rester naturel, mais il faut aussi être un peu théâtral. Ce n'est pas une conversation. Enfin, ce n'est pas non plus un éloge funèbre. Il faut de la technique, il faut de la clarté pour se faire comprendre. Il faut de la grâce, il faut de l'humour, il faut de la confiance en soi ou alors un peu d'autodérision. Mais surtout, je crois que c'est inutile de faire la liste parce que le plus important, c'est de ne pas être compliqué. Mais c'est si compliqué de ne pas être compliqué. Et le plus simple, pour ne pas se rendre la vie difficile, vous l'avez compris, c'est de jouer les filles faciles. Entre celle qui envoie des SMS à n'importe quel inconnu, vous vous reconnaîtrez, et celle qui va vous prouver par l'exemple que la taille ne compte pas, et vous jugerez si les oratrices de cette année savent jouer de leur langue. Je dis les oratrices parce que, vous l'avez remarqué, les 3 lauréats de cette année sont des lauréates. Non, j'insiste, c'est des lauréates, 3. 3 parce que... Non, c'est sûr qu'il faut insister parce que je n'ai pas cessé de répéter aux candidats du premier tour, j'en vois certains dans la salle, que j'étais célibataire, que j'étais jurée du second tour, que j'étais peut-être pas incorruptible. Et donc, j'ai bien été forcée d'être incorruptible et je m'en vante. Nous avons 3 lauréates. Après, il y a aussi les critères du talent et de l'art oratoire, c'est autre chose. Et comme il est temps de passer le flambeau, je vais plutôt laisser nos 3 gagnantes vous définir par l'exemple ce qui fait un bon discours. La première à parler, mais qui est la 3e dans le classement, parce que tout est logique à la Sorbonne, va vous prouver que la taille ne compte pas. Elle a juste oublié une exception, sur laquelle il n'y aurait pas de règle, c'est que la taille compte lorsqu'il s'agit des mots. Et qu'elle serait encore plus ennuyée que vous, je la vois, si je prolongeais ce discours, qui était censé être un discours d'introduction au départ, trop au-delà de sa taille acceptable. Donc je vais tout de suite lui passer le micro. Le micro, pour parler de la taille. Micro. Bon, après ça, tu peux dire ce que tu veux, il n'y aura rien d'aussi pitoyable de la soirée. Donc après Anaïs, vous entendrez peut-être Gabrielle, la seconde lauréate, qui n'est pas ici. C'est dommage, moi je comptais faire son éloge, parce que Gabrielle, c'est mon héroïne. Gabrielle, c'est ma dose, c'est ma weed, c'est ma coque, c'est mon speed. Mais quand j'entends Gabrielle, c'est moi qui craque. Craque.
Et enfin, si elle en a encore le temps, vous entendrez le discours de Jeanne Capéron, qui est première de l'Éloquence 2014. C'est un titre, première de l'Éloquence. Ça pose quelqu'un, surtout en province. Ça, même quand j'allais chez le dentiste, Dur t'en fera l'expérience, il fallait qu'il passe la vidéo de Fleur d'Éloquence, parce que ça se retrouve sur Internet, ces choses-là. Et il l'a passé dans sa salle d'attente pour bien montrer qu'il recevait chez lui une célébrité. Et ben c'est ça la gloire. J'ai perdu ma ligne. Et donc Jeanne a un très beau sujet, puisqu'elle devait démontrer qu'il faut faire genre, comme vous l'avez dit, et qu'elle l'a fait d'une manière unique en son genre. Parce que le genre, bien, elle est aux lettres. Donc elle sait bien qu'il y a le genre comique, le genre romanesque, le genre théâtral, mais elle a le sien. Elle sait rester naturelle. Puis elle sait aussi qu'il y a une multitude de sous-genres, une infinité. Mais des surgenres, il n'y en avait pas encore, jusqu'à Mademoiselle Capéron, qui a su saisir tous les accords du genre, et qu'elle les a trouvés au nombre. Anaïs. Et donc, monte sur scène une étudiante en 3e année de lettres modernes, Anaïs Haït Larbi, qui a pris la parole. Allez-y. Merci. Donc, comme très bien introduit, j'ai un problème de taille à vous soumettre. Dans le rectangle ABCD, les diagonales se coupent en un point qu'on nommera E. Le segment AB est la longueur du rectangle. Les données sont les suivantes. AB égale 4 cm, AE égale 5 cm. Trouvez la mesure de la largeur de ABCD. Ne passez pas par la case départ. Longueur, largeur, hauteur, médiatrice, bissectrice, médiane, diamètre, rayon, vecteur, sinus, cosinus. Un bac scientifique laisse des traces. Si j'ai choisi les lettres, c'est parce que j'en avais marre de tout mesurer et de chercher cette fichue inconnue. Je suis devenue diamétralement opposée à toutes ces pratiques logiques au profit de la stylistique. Me croyant donc débarrassée pour de bon de ces aberrations arithmétiques, je me retrouve devant vous à défendre une thèse sur le compte de la taille. À proprement parler, est-ce que la taille compte ? On n'y échappe pas. Dès notre naissance, nous sommes mis à nu. Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée dans la famille de la petite Anaïs, 8 kg 200 et 78 cm. Mais pourquoi ce besoin de tout détailler ? C'est à qui aura le plus gros, hein, messieurs ? Ne cherchez pas, c'est moi qui gagne. Venons-en donc à la guerre des sexes, ou devrais-je dire la guerre du sexe. Non, la taille n'ébranle pas la sexualité. Mesdames, j'espère ne pas vous piquer quand je vous dis que vous n'avez pas toutes une taille de guêpe. Ducamp et Wetwetcher sont vos amis ? Si la taille de votre derrière vous pose tant de soucis, levez-vous et arrêtez votre abonnement chez le donneur kebab. Halal ne veut pas dire allégé. La télé en parle assez. Arrêtez cette bataille. Certains hommes rendront grâce à votre graisse. Votre chute de rein, vous le savez bien, vous l'avez vécu, ils aiment notre... Si vous êtes de petite taille, ne vous plaignez pas. Vous vous ferez moins mal en tombant et vous ne serez même pas obligé de vous accroupir pour gâter votre amant. Et puis, si vous êtes trop grande, jouez au basket, privilégiez les mocassins aux escarpins. Bref, venez comme vous êtes, nous dit Ronald. Vous, messieurs, vous le charme. Vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous, être romantique et prude, je me contenterai juste de vous dire que ce n'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Après ces effusions hormonales, je vous propose de passer au politiquement correct. Oui, car la taille est politiquement correcte. Par exemple,
Nicolas Sarkozy, bien qu'aussi grand qu'un enfant de 10 ans, en eut assez dans le pantalon pour s'emparer de la présidence de la France, épouser une femme de 2 fois sa taille et donner naissance à un enfant, enfin quelqu'un qui ne le regardait pas de plus haut. Comme lui prédit Coluche, 2012 fit passer la France du côté, non pas obscur de la force, mais du côté socialiste, avec un président dont les critiques n'ont d'égal que son embonpoint. Là encore, malgré la délectation des médias pour parler de sa bouée de sauvetage, les citoyens ont choisi l'indulgence face à sa contenance. Et puis, à ce qu'on raconte, quelle endurance, hein! Il y a bien un domaine où la taille compte. Je suis forcée de l'admettre, car nier l'évidence ne mène nulle part. Chez le tailleur. Oui, car là, dans ce pays de la mensuration, chaque millimètre participe à la confection d'un vêtement. Bien qu'étant un artisanat très convoité, ce soir, je n'ai aucunement envie de me faire tailler un costard. Sachez aussi que la mode a ses raisons que la raison ignore. On a les jupes trop courtes ou les t-shirts trop moulants, et certaines portent des chemisiers tellement étroits qu'ils laissent apparaître la moitié de leur poitrine. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Et puis les pantalons trop grands que les prépubères portent sur le postérieur. On s'en soucie de la taille, là? Si la taille était concrète, si elle pouvait parler, je pense qu'elle ne saurait pas compter. Elle qui se confond en mètres, pouces, miles, carrés, cubes, elle en a perdu tout sens logique et, au vu de certains accoutrements, tout sens moral. Qu'on soit taillé en V, en XS, en XL, restez de marbre face aux dictates du monde. Imposez-vous de toute votre stature, qu'elle frôle le gigantesque ou le ras des pâquerettes. La taille n'est qu'un mélange chromosomique modifié d'hormones de croissance et, paraît-il, de soupe qui fait grandir. Quoi qu'on puisse en dire ou penser, on peut tout compenser. Le manque d'amour par l'amitié, la solitude par le travail, la laideur par le charisme. Ce n'est pas de savoir si la taille compte qui est important. Ce qui compte ce soir, et plus que d'autres, c'est d'être de taille. Pour les sceptiques, la largeur du rectangle ABCD est de 2,5 cm. Nous avons ici présents non pas deux contrôleurs des poids et mesures qui viendraient donner leur avis sur ce discours tout plein d'une ironie frémissante et d'une sensualité cryptée. Nous avons deux experts. L'un, Cyril Delay, enseigne à Sciences Po, à Paris, précisément l'art oratoire. L'autre, Jean-Baptiste Guignard, appartient, je crois, à cette pépinière trop méconnue qu'est l'Université de technologie de Compiègne. Mais il est également associé à ces cours et ces sessions de fleurs d'éloquence. Et c'est à lui que je donnerai peut-être la parole en premier pour qu'il commente. Est-ce que vous faisiez partie du jury ? Oui. Donc, vous n'avez pas le droit de trahir le secret des délibérations. J'imagine que c'est pire qu'à l'Académie française chez vous. C'est bien pire. Mais c'est donc non pas à un acteur de l'ombre que je m'adresse, mais à un expert. Que dire de ce que nous venons d'entendre en présence de celle qui vient de parler ? C'est une belle question. Alors, il y aurait 1000 trucs à dire, 1000 choses. Alors, on a décidé de se répartir un peu les rôles de la manière qui suit, à savoir que je suis plutôt, étant linguiste de formation, du côté de l'Inventio et
la construction du discours. Donc je vais donner quelques petits éléments, des petites choses que j'ai bien aimées et qui sont parfaitement bien construites dans ce discours. Et puis je laisserai la parole pour le co-verbal, la gestualité, tout ça, à mon collègue à droite par la suite. Alors je peux peut-être faire une ou deux remarques et puis on distribue la parole. On va faire comme ça, je crois. Alors, ce qui peut paraître parfois bateau, et qui ici a parfaitement fonctionné, je l'avais dit je crois lors du jury, des délibérations, c'est le fait de faire un rappel, en fait c'est très simple, de faire un rappel entre l'exorde, donc c'est en fait l'introduction, et la conclusion. Et là, pour le coup, le fait de l'avoir fait sur le trait de l'humour, en plus, ça fonctionnait parfaitement bien. Je crois que tout le monde a rigolé là-dessus. Et ça, c'est, du point de vue formel, disons, quelque chose qui est très appréciable. Ce que j'ai remarqué aussi est le fait que vous soyez toujours un peu courte en termes de temps, ce qui certainement vous vaut cette 3e place. C'est dommage, je vais voter vachement pour vous. Bref. C'est ce qu'on appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire qu'à plein de moments dans votre discours, vous sollicitez l'auditoire sans pour autant lui laisser la place de répondant. Et donc ça, c'est bien. Vous sollicitez et en même temps, vous cloisonnez, c'est-à-dire que vous êtes au centre du discours, et ça, vous le faites de manière très granulaire et très pertinente. Ne cherchez pas, c'est moi qui gagne, etc. Ça, c'est juste magnifique. Venez suivre mes cours, je serai ravi de vous accueillir. En tout cas, c'est merveilleux. Alors, ce que je trouve aussi très pertinent, bon, j'aurais mille remarques quand je vais laisser la parole, en fait, mais ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la richesse et la multiplicité de vos références. Donc, Julio Iglesias, Molière. Il faut équilibrer les choses, c'est très bien. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est au fond que vous avez des arguments du sens commun. Alors, c'est mal d'avoir des arguments du sens commun. La taille ne compte pas, c'est comment on s'en sert qui compte, etc. Mais au fond, ça coule tout seul. La fluidité de vos propos, au fond, le rendent complètement acceptable. Alors, j'ai encore d'autres choses, mais je te laisse la parole. Je voudrais juste peut-être rebondir, parce que, sans vous demander de vous lancer dans un amphi, mais vous avez parlé de la fonction fatigue. La fonction fatigue du langage, je crois, c'est Roman Jacobson qui avait le premier étudié la question. Vous pourriez préciser, enfin, je crois que par exemple, allô, allô, c'est n'est-ce pas, enfin, que nous puissions davantage quand le langage comprendre. n'a pas de sens en lui-même et pour lui-même, c'est quand il sert à rappeler à l'autre qu'on existe. En fait, effectivement, l'exemple le plus typique, c'est le allô du téléphone quand on n'est pas sûr que l'autre écoute. C'est se rappeler à l'autre. Voilà. Et dans ce que nous venons d'entendre, cette fonction fonctionnait. Oui, ça marche. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, en fait, elle s'adresse à l'auditoire en faisant des petites incises. Donc, j'en ai donné un exemple, je crois. Oui, ne cherchez pas, c'est moi qui gagne. C'est tous ces petits moments qui, en fait, balisent son discours, qui ponctuent, au fond, ses arguments et qui font qu'on se rappelle à l'existence qu'il existe quelque chose de l'ordre de l'argumentation qui se déroule, qui avance et qu'on n'est pas juste dans une péroraison comme ça qui serait vide de sens. Et donc, c'est très bien fait, très bien fait. Et donc, vous-même, même si nous pourrons continuer ce dialogue, vous aurez peut-être des mots à ajouter. Vous-même, Cyril Delay, vous intervenez davantage sur une sorte sur la gestuelle ? Plus sur la partie incarnation du discours, c'est-à-dire ce que les latins appelaient l'action. Et par conséquent, j'étais très sensible, là, évidemment, à ce que j'ai entendu, avec ce privilège de ne pas écouter le texte en premier, mais plutôt les silences, la mélodie de la voix, et aussi, alors que ça n'est pas facile de lire un texte. En termes oratoires, moi, j'engage plutôt les élèves à parler sans notes et à risquer de ne pas lâcher le public, l'auditoire du regard. Et là donc, c'est plus difficile, en vérité. Et je découvrais le texte. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire partie des jurys. Et j'admire le talent, c'est formidable. Et j'écoutais cette voix aussi, cette mélodie d'Anaïs qui nous fait voyager, comme ça, du début à la fin, qui nous fait sourire, qui nous charme.
C'est difficile d'en dire plus là, comme ça. Après, il y a un autre type de discours où on laisse le texte, on laisse le micro et on est son propre micro et on va engager plus loin le corps comme ça pour aller vers l'auditoire. Mais là, c'est le code de l'exercice là donne ce cadre. Ce qui m'a marqué, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Vous pourriez vous-même intervenir, n'hésitez pas, mais si ça avait été un homme, je trouve que ce serait très vite devenu graveleux. Et cette façon de demeurer sur la corde raide, alors qu'il s'agissait tout de même, il y avait un petit côté ingénu libertine dans ce qu'on a entendu. Il y avait des allusions, mais même... je ne sais pas, par exemple, ébranle le politique, etc. J'imagine qu'une voix plus grasseyante aurait rendu la chose vulgaire, alors que là, on vous donne encore le bénéfice du doute. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est parce que je suis un vieux schnock? Pas du tout. J'ai jamais été dans un lycée mixte, donc plutôt trop habitué à ces espèces de paroles de chambrée. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une grâce et je ne vais pas parler de l'éternel féminin parce qu'il y a pas pire propos. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une grâce qui évite les abîmes propres à ce genre, parfois scabreux? Il faut bien qu'il y ait des avantages à être une oratrice. Et c'est vrai que je pense que ce que vous dites est vrai, mais que de l'autre côté, un discours graveleux devient beaucoup moins bien toléré quand c'est fait par une fille. Tandis que par un homme, on trouvera plus facilement ça drôle. Même si on dira que c'est vulgaire, ça sera, à mon avis, plus facilement accepté par le public. Donc le côté poivré serait un cahier des charges d'autant plus exigeant, à partir du moment où c'est une voix féminine qui le prend en charge. Il me semble qu'alors l'équilibre est plus difficile à tenir. Bon, à vrai dire, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec l'idée que ce qu'a produit Anaïs était graveleux. D'abord, j'ai trouvé ça plutôt fin. Les allusions étaient effectivement un peu parfois poivrées, corsées, tout ce qu'on voudra, mais je n'ai pas trouvé ça particulièrement graveleux. J'ai dit que, tenu par un homme, nous eussions sombré dans le graveleux. Alors justement, à titre de témoignage, il y avait l'affirmative et la négative sur cette problématique-là. Et effectivement, un homme avait tenu l'inverse et on était... pour le coup, cette fois, beaucoup plus dans le graveleux. Et je ne suis pas sûr que ce soit aussi bien passé que ça. Donc je crois que la question du genre a juste rien à voir. La subtilité et l'élégance du langage jouent beaucoup là-dedans. Et je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ce soit féminin ou masculin, pour le coup. Je pense. Voilà. Vous-même, vous passez comme au bridge ou vous avez une opinion sur la question? Moi, je mesure 1m78. Est-ce que la personne que nous devions entendre en deuxième partie, puisque nous avons un plan en 3 parties, est-ce que Gabriel Delplanque est parmi nous? Il semblerait que non. Ce qui nous... D'abord, je me tourne vers... Auriez-vous des nouvelles de Gabriel Delplanque à l'heure du SMS, des voies électroniques, d'Internet, de la toile, des caméras de sécurité? A-t-elle disparu sans laisser de traces ou avons-nous, je me tourne, vous voyez, là c'est ce qui s'appelle meubler. Généralement, du temps de l'ERTF, Léon Zitrone faisait ça très bien. Moi, je suis démuni, je tremble. Mon âme tremble d'horreur à évoquer ces souvenirs. Animus, Miminis et Aurette. Je dis ça parce qu'elles font toutes des études de lettres modernes, donc on peut faire semblant de parler latin. C'est une façon de meubler aussi que de réciter les pages roses du dictionnaire. Mais donc, on ne me fait aucun signe. Je pense qu'il y a 2 solutions. Ou nous continuons de meubler de la plus riche façon, à savoir en donnant la parole à la salle, ou nous faisons l'impasse en sachant que la deuxième pourrait devenir troisième, tout en étant de toute façon deuxième. Je ne sais pas. Je sens un désir irrépressible de la part de la première, qui devait parler en troisième, mais qui parlera en second,
puisqu'il risque de ne pas y avoir de troisième, et qu'à ce moment-là, second, vous savez que c'est une légende, mais enfin, une femme qui disait à Sacha Guitry « Je suis votre seconde épouse », non, vous êtes ma deuxième. Il avait bien l'intention que d'autres suivissent. Vous voyez, je continue de meubler en faisant même des subjonctifs imparfaits parce que ça fait durer le temps. Mais voilà qu'on me fait signe que ça suffit de meubler. Et donc, je vous présente la lauréate, celle qui, l'an prochain, sera ici, exactement, à votre place, et qui a obtenu donc la palme avec ce discours que nous allons entendre, cette harangue, cette prise de parole. Faut-il faire genre par une étudiante, Jeanne Capéron, en première année de lettres modernes. On ne pouvait rêver meilleur bizutage. C'est à vous. Paris, 15h30. Un après-midi ensoleillé, comme le mois d'avril nous en réserve parfois. Attablées autour d'un verre, deux femmes discutent. Manifestement amies, elles sont en train de confronter leur point de vue à propos du texto que l'une d'entre elles vient de recevoir, provenant certainement d'une potentielle conquête. Sujet crucial, vous l'aurez compris. La première. Et alors, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Réponse. Je sais pas, je pensais lui proposer de se voir, boire un café, mais est-ce que ça fait pas un peu tu vois ? Hochement de tête de l'ami interrogé qui pince les lèvres et plisse les yeux, l'air faussement absorbé. Et là, mesdames et messieurs, vous êtes en plein questionnement. Tous, vous vous demandez, mais grand Dieu, que va-t-elle donc bien pouvoir lui répondre ? Quelle sera l'issue de cet incroyable échange ? Vous vous attendez certainement à une de ces formidables logorées dont mes compatriotes féminines et moi-même avons le secret. Mesdames et messieurs, hélas, il n'en est rien. Elle lui lâche, dans une petite moue, l'œil éteint. Ouais, je vois le genre. 4 fois ? Sur un échange de 30 secondes à peine, 4 fois ces 5 petites lettres ont été prononcées ? Nul besoin d'être anthropologue, ni même un sociologue pour constater que ce mot s'est, au fil des années, créé une véritable place dans notre lexique. La seule dénomination en log qu'il vous faut posséder pour faire ce constat est celle de terrassologue. Une dénomination dont vous êtes certainement déjà affublé si vous êtes amateur de flânerie à la terrasse des cafés, ou bien si vous êtes étudiant, de préférence à la fac, alors vous êtes un terrassologue certifié. Mais revenons-en à nos moutons. Et interrogeons-nous sur l'émergence de ce mot, et surtout sur l'expression qui en découle, faire genre. Alors, faut-il faire genre ? Là est la vraie question. Autrement plus importante que vais-je donc bien pouvoir répondre à ce garçon ? Mon Dieu, que dire ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Garçon, remettez-moi un Perrier citron, je suis en train de gérer une crise. Bon, cette fois, promis, j'arrête de me moquer de ces deux jeunes femmes, elles pourraient bien se reconnaître. Alors oui, il faut faire genre. Faire genre, c'est se donner un genre, c'est se cacher derrière cet autre que nous ne sommes pas tout à fait. C'est dissimuler ses émotions, son ressenti, c'est mentir, parfois aussi. Faire genre, c'est l'acteur qui entre en scène, après avoir enfilé son masque de personnage. Faire genre, c'est faire semblant d'être d'accord avec son patron, même quand il a de mauvaises idées. C'est sourire à la boulangère, même quand elle vous jette sa baguette et son air revêche à la figure. C'est se retenir de bâiller pendant le concert. Allons, votre mère était si contente de vous faire découvrir ce formidable compositeur germano-slovène. Faire genre, c'est, comme certains, prendre un air inspiré, même quand ce que vous entendez vous ennuie. Je vous vois. Plus sérieusement, faire genre, c'est, comme moi, ravaler le trac et tenter de faire cesser mes mains qui tremblent pour m'adresser à vous. Faire genre, enfin, c'est être humain, après tout. Tous autant que nous sommes, une fois en société, nous enfilons notre masque d'escrimeur, ce voile noir qui, en apparence, cache notre visage.
Mais approchez, venez voir. À y regarder de plus près, vous pouvez distinguer, à travers les petites percées du quadrillage sombre, les contours d'un visage, une esquisse de figure. Celle de vos amis, celle de mes concurrents qui, eux aussi, faisaient genre, cachés derrière leur sourire gêné. On fait genre pour appartenir à un genre. Mauvais genre, bon chic, bon genre, l'être humain adore classifier. À chaque chose, son nom d'usage, son nom latin, sa branche, sa famille, sa boîte dans laquelle la ranger. Ainsi, des éléments chimiques dont le tableau de classification périodique a bercé toutes nos années de collège, à la plus insignifiante espèce de poule d'eau, tout est soigneusement rangé, classé, selon une articulation inchangeable, éternelle. Il en est de même pour les humains. Toute notre vie, nous évoluons dans des cercles au code bien définis. Intello, bobo, ringard, fashionista, roots ou hipster. À chacun sa caste, à chacun sa dénomination. De même pour les hommes et les femmes qui répondent à une distinction historique, chacun son rôle, chacun sa place, et une belle opposition entre genre féminin et genre masculin. N'allez pas croire que je cautionne ces discours, non, ce n'est vraiment pas le genre de la maison. Et moi alors? Et vous? Dans quel tiroir vous rangez-vous? Quel genre de personne êtes-vous? Comment êtes-vous dans votre genre? En ce qui me concerne, je dirais que je ne suis pas du genre à me laisser faire. En théorie. Mais je ne suis qu'humaine. Et une fois franchi le seuil de la porte, je ferme ma combinaison blanche et je revais mon masque d'escrimeur. Nous sommes dans un combat, au sabre ou au fleuret, et ce concours n'y fait pas exception. Par nos joutes verbales, tous portant le mince quadrillage noir, nous touchons, mais ne blessons point. Cette classification frénétique a tout de même du bon, en ceci qu'elle nous fait gagner du temps. Mais oui, mesdames, lorsque l'on vous présente au détour d'une soirée ce petit brun aux cheveux hirsutes, à la peau ravagée par l'acné, il voudrait bien faire, le pauvre, et vous lance un sourire auquel, tiens, il manque une dent. C'est terrible. Il vous envoie son ami en éclaireur, il tente le tout pour le tout, et vous sentez le drame arriver, effroyable gorgone que vous êtes, qui n'aura pas le courage de lui avouer que, guidé par la tyrannie de l'apparence, vous n'échangerez même pas 3 mots avec ce pauvre bougre, lui préférant ce grand blond, là-bas, au fond. Que ferez-vous pour vous tirer d'affaire? Vous lâcherez, dans un sourire, à l'ami venu bravement vous faire part des sentiments de ce garçon. Non, c'est pas mon genre. Et voilà, mesdames. Vous vous êtes évité une confrontation avec l'objet de votre non-désir. Il ne vous reste plus qu'à fuir ou à vous cacher derrière votre verre, votre smartphone ou le caoutchouc verdâtre dans son pot au coloris non moins réjouissant dans le coin de la pièce. Facile, n'est-ce pas? Voici comment genre s'est immiscé dans notre vocable. Ce petit mot permet de dire tout et rien à la fois et surtout de meubler habilement quand on ne sait pas exactement quoi dire. N'est-ce pas formidable? Enfin, une solution à la perte du bon mot, phénomène fréquent face à une paupérisation textuelle à laquelle les chaînes de télé-réalité ont contribué beaucoup. Petit guide d'utilisation des 5 lettres magiques qui remplaceront aisément tous les autres adjectifs que vous seriez tenté d'utiliser. Avant toute chose, ayez la bonne attitude. Levez le menton ou inclinez légèrement la tête. Adoptez un regard lointain, un peu vague, presque rêveur. Vous pouvez maintenant insérer votre mot dans la formule choisie. Exemple. Cette expo, c'était tellement genre... Laissez planer une hésitation sur la fin de la phrase. Faites genre ce que vous dites vous passionne. Pour les garçons, vous pouvez vous accrocher à votre menton, pensez philosophe grec et garder la pause. Toute notre vie, nous gardons la pause. Et c'est un mal nécessaire. J'entends déjà les défenseurs de la vérité hisser leur bannière et prôner l'unité entre nos pensées, nos désirs et nos actes. Mais il n'en est rien. Non mais imaginez, si jamais nous ne contrôlions plus nos actes, si chaque action était dictée par nos pires pensées, nos plus bas instincts, nous en serions rendus à l'état d'animaux. Faire genre revient à se comporter en être raisonnant, civilisé, et non en amas de chair et d'os, impulsif, violent, injurieux, irrespectueux, que sais-je encore. Faire genre, c'est facile. Nous le faisons tous. Et ce n'est pas si grave. Il nous faut l'accepter. Et à défaut de cultiver son jardin, comme nous le dit le philosophe, chose pour le moins difficile à Paris, cultivons notre personnalité. Soyons multifacettes.
Faire genre, c'est s'adapter aussi. C'est savoir faire bonne figure en toutes circonstances, c'est se montrer sous son meilleur jour. Regardez autour de vous. Tout le monde fait genre. Michel Drucker, qui depuis 20 ans, tous les dimanches, part ses invités des plus beaux compliments. Il fait genre. Quand Zola écrit « J'accuse », il fait genre. Il enfile son masque d'auteur outré et nous présente cette facette-ci de sa personnalité. Allons-nous crier au scandale, brûler l'intégralité de ses œuvres? Nos meilleurs amis, quand ils sont absolument emballés par notre dernière idée fumeuse, ils font genre. Devons-nous arrêter de les fréquenter pour autant? Arrière le radicalisme, dehors la dictature du « soyons vrais, faisons genre, mais faisons le bien ». Revêtons notre plus beau masque, parons-nous de nos plus beaux atours, que la fête commence. Ne laissons pas tous ces bien-pensants avides de ce qu'ils nomment sincérité nous culpabiliser. Ne vont-ils jamais au théâtre? Vivent-ils en ermite, reclus, sans jamais voir personne? Laissons-les dans leur bouillon de culture maussade et qu'ils nous laissent prétendre en paix. Vous êtes du genre à faire genre? Continuez. Je suis certaine que vous n'êtes pas si mal dans votre genre. Cyril Delay, un verdict argumenté. C'est magnifique. Moi, je suis admiratif du talent d'écriture et du talent de scène aussi, et du travail sans doute qu'il y a derrière, de ce sens de la scène, de ce sens du tempo. C'est un tempo qui vient aussi, c'est pas seulement de ce qu'on dit, mais on le dit, et il y a écouter la résonance de ce qu'on dit dans le cerveau de ceux qui nous écoutent qui va faire qu'on va aller à telle ou telle vitesse, au sens du rythme, de la variation, qui fait que tout ça est très vivant et drôle. Il y a une grande qualité aussi. Et du coup, ça me faisait penser à cette citation très connue de Churchill, qui était un très grand orateur, qui s'essayait quand il était tout jeune, qui travaillait énormément tous ses discours, et qui disait « Mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le plus longtemps préparées ». Et je pense que ça n'était pas la première fois que vous prononciez ce discours, mais c'était aussi comme une première fois avec justement cette vivacité-là. Bravo. L'élocution est une des 5 parties, dit-on, de l'éloquence. Elle était parfaite. Enfin, il faudrait vraiment être vicieux pour peut-être avoir entendu quasiment Gorgogne au lieu de Gorgone, mais il n'y avait pas une erreur. C'est tout à fait incroyable. Enfin, vous en voyez souvent des comme ça? Non, c'est très beau. Et quand vous parliez de cette improvisation très travaillée, la mémoire, qui normalement, il faudrait parfois qu'un discours donne l'impression d'être connu par cœur. C'était le cas au début du reste de cette prestation. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que la memoria chez les latins, c'est savoir son discours, mais c'est aussi savoir les discours de tous ceux qui nous ont, enfin pas de tous, mais d'une bonne part de ceux qui nous ont précédés, de façon à pouvoir le construire dans l'instant. Et il ne s'agit pas de réciter, il s'agit de se libérer quelque part de son propre texte ou de ses propres idées pour être présent dans l'instant, pour trouver ce qu'il y aura de mieux au moment où on le lit, et aussi en fonction de l'auditoire. Ce qui fait que le discours est vivant. Et on travaille trop peu la mémoria, je trouve, aujourd'hui. Mais dès qu'on la travaille, c'est-à-dire on a cet outil de liberté après, qui fait que le discours devient charnel. C'est-à-dire il se passe quelque chose dans l'instant avec l'auditoire qui ne se passera pas le lendemain, qui ne s'est pas passé avant. Et ça, c'est ce qui fait le frisson sacré aussi de l'orateur. Mais vous pourriez nous expliquer ce paradoxe. Enfin, il faut se détacher d'un texte pour apparaître d'autant plus proche. Comment ça se travaille si vous le faites travailler? C'est
c'est une forme de lâcher prise, hein, c'est une forme de lâcher prise dans l'instant du discours, mais qui n'est possible que s'il y a eu tout ce travail avant. Hein, on peut pas, sinon c'est autre chose. Mais on connaît, par exemple, je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas un latiniste virtuose, mais les discours de Cicéron, on ne sait même pas s'ils ont été un jour dits comme ils nous ont été transmis, parce qu'ils ont été réécrits après, et parce que là-bas, à cette époque, on n'avait pas des bibliothèques, enfin, vous voyez, il n'y avait pas toutes ces archives, donc tout devait être dans le cerveau. Hein. Et c'est la vie de la parole, comme ça, qui vient, qui prend ce risque-là aussi. Alors, c'est paradoxal, en effet, parce qu'il y a énormément de travail avant tout le temps. Hein, et puis, il y a ce moment de l'instant de grâce aussi qui vient. Vous mesurez 1m78, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né, mais peut-être avez-vous connu un certain Charles de Gaulle, dont Claude Roy disait que c'était un écrivain latin qui écrivait en français, et qui dominait leur oratoire jusqu'à précisément apprendre absolument tous ses discours par cœur. Je pense en particulier à un discours magnifique qu'il a tenu c'était à Londres. C'est un rare privilège que de s'adresser aux deux chambres de la première démocratie en Europe. Et ce discours qu'il a tenu, les journalistes n'en revenaient pas. On peut trouver le document sur l'INA. Ils disent, mais c'est exactement le texte qu'on nous a distribué. C'était le dernier, semble-t-il, à pratiquer cette mémoria. Et je pense que c'est intéressant parce que quand vous dites que la mémoria, c'est pas uniquement le texte, c'est le souvenir de tous ceux qui vous ont précédé. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, disait le topos médiéval. Vous en voyez un autre, sans vouloir écraser tout le monde sous la haute stature de Gaulle, vous en voyez un autre qui pourrait, parce que Barack Obama a des prompteurs, hein, même s'il donne parfois l'impression de connaître par cœur, vous en voyez un autre orateur qui aurait cette mémoria. Mais Obama a des prompteurs, c'est vrai, mais il sait bien en user, c'est-à-dire qu'on les oublie justement. Et finalement, il arrive à recréer en partie les conditions de l'instant. Quand il est bon, c'est-à-dire quand même très souvent. Parfois, il est pas bon aussi. Hein. Je me souviens du premier débat face à Romney, il n'était pas bon. Et c'était physiquement qu'il n'était pas bon. Le regard n'était pas là, la présence n'était pas là, il manquait une énergie. Je me souviens aussi, c'était en 2008, le discours de Berlin, où il commence son discours, il nous raconte son histoire, ses parents, son grand-père qui gardait les chèvres au Kenya. Et à ce moment-là, vous avez une interruption dans la salle, et il prend ça, il s'arrête, il sourit. Donc il est dans l'instant. Et voilà, donc De Gaulle, bien, ce formidable monument, qui n'a pas toujours été un très bon orateur, enfin, pas tout le temps, en tous les cas, qui a travaillé avec un comédien du français quand il est devenu président de la République. Qui, quand il est en danger en 65 entre les deux tours des présidentielles, justement face à Michel Droit, qui retrouve de la verve et cette prise de risque aussi. Hein. C'est à ce moment-là qu'il est très bon. Et après, on a aussi nos orateurs à nous, nos orateurs politiques, avec des destins variés. Mais c'est encore une autre histoire. Des noms, comme on disait à la chambre avant-guerre. Mais non, j'ai l'impression que vous ne voulez pas. Ça, c'est le professeur à Sciences Po qui sait se garder à droite comme à gauche et qui ne citera aucun nom. C'est pas la peine d'insister. Mais ce qui est fascinant quand même, c'est qu'il y a des orateurs politiques aujourd'hui qui nous touchent. Je parle simplement dans le champ politique français, et d'autres qui ne nous touchent pas. Moins, ou beaucoup moins. Et quelle que soit la place sur l'échiquier politique. Hein. Et moi, je crois qu'il y a outre le propos, hein, bien sûr, mais il y a quand même vraiment une question d'action oratoire, au sens très ancien du terme, de l'engagement corporel, de la connexion du corps, du sens de l'auditoire. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence essentielle vraiment entre un certain nombre d'orateurs politiques de premier plan en France aujourd'hui. C'est cette question du corps et de l'engagement du corps. Mais puisque je vous tiens, et qu'on a un peu de temps, je continue sur ce que Merci vous dites. Merci Gabriel. Hein. Qui nous touche. Est-ce que, en période de crise et de mutation comme celle que nous vivons,
toucher ne devient pas une circonstance aggravante. Je pense à ces orateurs populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et j'ose citer des noms pour ma part, ne risquant rien, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce n'est pas une circonstance aggravante que de toucher en période de crise? Et y a-t-il un art oratoire profondément et uniquement démocratique? Moi, en fait, c'est plus par innocence que par prudence que j'ai du mal à répondre à toutes les questions. On ne peut pas en vouloir à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen d'être des orateurs. Il y a du travail derrière. Il y a aussi une forme d'humilité du travail, hein, déjà de penser à qui on a en face de soi, qui nous écoute, quels mots on va employer, quelles sont les préoccupations de ceux qui nous écoutent. Ça, c'est l'humilité oratoire et toutes les personnalités politiques ne l'envisagent pas de la même façon. C'est-à-dire savoir sortir aussi de son milieu social pour s'adresser aux autres, c'est la base. Et on ne peut pas en vouloir à certains de faire ce travail que d'autres ne semblent pas se donner la peine de faire. Enfin, vous voyez, les places, tout le monde peut être orateur et prendre la place, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Et on peut être populiste tout en étant au centre de l'échiquier politique. Enfin, c'est trouver les mots pour le dire, se mettre à la place du cerveau de ceux qu'on écoute. Ça ne veut pas dire tout permettre, hein, mais il y a quand même quelque chose quand même de sortir de ces codes, quoi. Et donc, vraiment, je crois, une forme d'humilité au départ. Hein, mais par exemple, le nouveau Premier ministre est intéressant d'un point de vue oratoire aussi. Il laisse pas indifférent. Et il y a un travail vocal aussi. Et c'est des études très intéressantes qui sont faites sur la voix des orateurs politiques et le degré de crédibilité en fonction, par exemple, est-ce que la voix est plus grave ou plus aiguë. Et vous prenez Mélenchon, Valls ou Marine Le Pen, ce sont des personnes qui travaillent sur une voix un peu grave. Margaret Thatcher, quand elle se lance en politique, elle commence par travailler sa voix pour l'aggraver, parce qu'une voix grave est plus crédible. Et ça, c'est transculturel. Hein. C'est pas une histoire de genre, c'est dans notre cerveau. Et ça se travaille, c'est beaucoup de travail. Et voilà. mais quand vous parliez tout à l'heure de Gaulle, et notamment de ses entretiens familiers avec Michel Roy entre les deux tours de l'élection de 1965, De Gaulle, qui est plutôt normalement grave, virait souvent vers les aigus. Et on a retenu, par exemple, au Palais d'Orsay, en 1958, question de Maurice Duverger, du Monde, toujours vivant, sur les libertés publiques, et qu'il répond « Pourquoi voudriez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Vous voyez, là, on était complètement dans les aigus. Et avec Michel Droit, c'est le coup des cabris, où il n'y a pas plus aigu. Donc, lui avait une tessiture incroyablement. C'est pas la question, c'est pas de bannir tout aigu du discours, c'est de pas rester dans une voix, je dirais moyenne, sa propre voix moyenne, son médium, dans une voix qui soit trop aiguë. Et quand je dis aggraver sa voix, c'est pas l'aggraver systématiquement, c'est d'avoir un continuum, une voix constante qui est plus dans les graves. Et évidemment, après, ce qui fait voyager dans un discours, ce sont les variations, donc la mélodie de la voix. Et c'est presque, je ne sais pas si on peut dire un gage de sincérité de la part de Gaulle de parler dans les aigus comme ça tout d'un coup, mais on peut se traduire par rapport à la voix qu'on connaît de lui. Tiens, ça lui échappe. Et du coup, il nous touche parce que ça paraît plus direct encore. Mais quand il dit aussi, on parlait de l'entretien de 65, que la ménagère, elle aime pas rentrer chez elle, et puis que c'est la, je sais plus, la bamboche. Sur le désordre. La bamboulage. Les garçons qui ont fait la bamboche. La bamboche et qui rentrent et qui mettent les pieds sur la table. Il sait aussi aggraver la voix. Et quelque part, aussi, vous parliez de la période de crise. Moi, je disais, peut-être on a besoin d'être rassuré par une voix grave, plus crédible. Enfin, moi, j'entends la voix de Manuel Valls par rapport à celle de François Hollande. Il y a une question là-dessus. Hein? Mais nous n'irons pas plus loin. Rassurez-vous. Revenons justement à notre Capéron, si j'ose dire. Si j'étais directrice, puisque ce sera une directrice des programmes de France Inter, je l'engagerais, elle doit avoir 63 ans de moins, à la place qui fut longtemps celle
d'Alain Ray comme chroniqueuse langagière. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on vient d'entendre. Ça a duré combien de temps d'ailleurs, je me demande. Combien de temps dure votre discours? À 10 minutes, oui. Donc, 3 fois le temps d'une chronique radio. Mais ça s'entend, aucune longueur. Je ne sais pas ce que... Enfin, chapeau bas, non? Oui, on peut dire ça, effectivement. Donc à chaque fois, Jeanne, pour le coup, donc ça redevient technique quand ça passe à moi. T'as le beau rôle, toi, en fait, c'est cool. Oui, non, à chaque fois, c'était autour de 9 minutes 50. Alors c'était, je crois, 9 minutes 54, 9 minutes 52. Et puis là, j'ai pas chronométré, mais je crois que c'était quelque chose comme ça. C'est parfaitement calibré. Et effectivement, tout chez Jeanne est parfaitement calibré, ce qui est très appréciable pour le coup. Et alors, n'étant pas moi-même spécialiste de l'axio, de la mémoria, etc., je fais un bond en arrière dans la discussion. En fait, j'ai assisté donc 2 fois à la performance de Jeanne, et je trouve pour le coup que le second, s'il était plus maîtrisé, était moins vécu, en fait, pour revenir tout à l'heure à la question de la réinterprétation, etc. Et là, je pense que la première fois, elle était peut-être plus proche de la création, elle avait peut-être moins travaillé, et au fond, bon, là, je ne suis pas spécialiste, hein, mais c'est mon sentiment, et au fond, elle était peut-être plus impliquée, je ne sais pas, plus corporellement, en tout cas, dans son voisement, plus présente. En tout cas, c'est mon sentiment sur les 2 côtés. Donc ça questionne peut-être aussi l'axio, la mémoria, etc., le rapport au texte. Et donc je ne suis pas spécialiste du tout de la mémoria, mais il y a un truc qui me plaît bien en philosophie de la technique et de la connaissance, c'est l'idée de la technique comme anthropologiquement constitutive. Alors ça, c'est un gros mot, on s'en fiche un peu. Mais l'idée, c'est que la cognition humaine et l'esprit donc est un peu étendu et qu'il se trouve autant dans mon stylo, dans ma page blanche, dans mon ordinateur, etc., qu'au fond dans mon cerveau, puisque c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Et je crois que quand on regarde Jeanne, en fait, on a vraiment l'impression d'une ramification un peu prothétique de sa page, de ses mots. Et justement, je trouve qu'elle arrive parfaitement à distribuer le regard et à s'appuyer sur ses notes qui, au fond, font partie d'un tout. Et je crois que ça participe vraiment, en fait, de ce sentiment d'adhésion immédiat. Voilà. Laura Siboni, vous avez peut-être... c'est difficile de laisser place à la suivante, mais vous avez la générosité et la superbe de le faire, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que nous avons entendu? Eh bien, j'aimerais moi aussi parler de la comparaison entre ton discours du 2e tour et ton discours à présent. Mais il y a quand même le biais du jugement, parce que comme nous n'étions pas en face de toi, nous n'avons pas eu les mêmes regards, pas eu la même axio que le public qui est dans la salle. J'adorerais faire passer le micro et vous laisser parler à ma place. Ça m'épargnerait un jugement qui est délicat, parce qu'il y avait énormément de choses à souligner dans ton discours. On peut redire tellement. Je me souviens qu'au premier tour, un membre du jury m'avait fait un très beau compliment à moi. Il m'avait dit « Ah, je trouve que cette candidate a un style très siboniesque. » Siboni, c'est mon nom. Mais je suis restée parfaitement objective malgré cela. Et j'en ai été très flattée, déjà de voir qu'il y avait un style siboniesque, et puis surtout de voir que... ce qu'on pourrait appeler ton style, même si tu t'y es pas enfermé, mais ce qui caractérise ton discours, c'est-à-dire ce naturel et on sent vraiment ton caractère quand tu parles. Eh bien, j'ai été très flattée de voir qu'il y a des gens pour qui ça ressemblait à mes propres discours. Et donc, je voulais te remercier pour ça. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais quand même, ce n'était pas prévu, mais faisons-le, que les 2 candidates viennent ici et je vais leur demander ce que ça fait que d'être viviséqué en direct. Donc, et pendant que vous montez, je voudrais me tourner vers vous, Jean-Baptiste Guignard, pour... alors, cessons peut-être les comparaisons et les références écrasantes. On a parlé de De Gaulle tout à l'heure. Mais dans le 2e discours, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Roland Barthes des mythologies. En particulier avec cette façon
inventé ce mot, terrassologue. Il y avait eu, au moment de Solidarność, un article extraordinaire de Henri Weber, qui est aujourd'hui sénateur socialiste, qui avait parlé de codologie à propos des files d'attente, des queues en Pologne. Et c'était très très bien vu. L'idéal est souvent de se poster là où personne n'a l'idée de se poster et de théoriser. Enfin, est-ce que vous avez été sensible à cela ? Oui, alors évidemment. Alors, je ne sais pas si ça marche plus, ça. Ah, si. Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement du Barthes ou non. En tout cas, il y a effectivement un vrai jeu sémiologique. Là, c'est clair, avec plein de métaphores filées, certaines qui fonctionnent, enfin qui sont super connues, la métaphore du combat pour le verbal, etc., mais qui fonctionnent toujours très bien. Et puis celle qui revient tout le temps, c'est aussi la formule magique avec les 5 petites lettres, etc. Et j'imagine que c'est ce genre de choses, c'est à ce genre de choses que vous faites référence. Et oui, ça fonctionne. Il y a aussi ce sentiment de la gouaille et du jeu qui se fait sous nos yeux, un peu, d'une certaine manière. Et c'est un peu ça, j'imagine, que vous voyez dans ce jeu sémiologique. En fait, c'est la sémiose qu'on voit se créer sous nos yeux. Sauf que c'est très, très écrit, et que pour le coup, c'est triché. Mais enfin, oui, évidemment, on est tous sensibles à ça. Et je crois qu'il y a quand même un lien un peu, presque évident, mais qu'on ne peut pas nier, entre l'appétence pour le goût pour la littérarité et la rhétorique. En fait, on est toujours sensible à ces petites choses-là, les 5 lettres qui constituent une formule magique, etc. Ça marche toujours. Bon, voilà, je ne sais pas si vous voulez d'autres éléments techniques, mais enfin, oui, j'ai été évidemment très sensible à cette manière, au travers de choses très standards, au fond, l'anaphore, la cataphore, les répétitions, l'énumération, etc., de voir qu'elles se renouvelaient à chaque fois par des jeux de langage comme ça, aussi pertinent et littéraire. Donc moi, j'étais plutôt du côté de Merleau-Ponty, mais oui, effectivement, il y a du Barthes là-dedans, c'est évident. Donc, mesdemoiselles, comme on n'a plus le droit de dire, je crois que c'était dès 1979 que M. Giscard d'Estaing recommandait de ne pas employer dans les formules administratives, et c'est désormais banni. Mais nous arrivons au centenaire de la Grande Guerre, et pendant très longtemps, on a appelé mademoiselle des jeunes personnes qui avaient perdu leur promis au front. Donc il faut savoir réhabiliter le mademoiselle. Mesdemoiselles, vous avez l'occasion de pratiquer le coup de pied de l'âne, et j'espère bien que vous ne céderez pas à la tentation. Ça consisterait à dire tout ce qui vient d'être dit était totalement à côté de la plaque. Mais vous avez le droit. Qui veut parler la première pour dire ce que vous pensez de ce qui fut dit, de ce que vous dites? Je vais vous décevoir parce que c'est relativement vrai. Surtout au niveau du travail dont parlait monsieur. C'est vrai que pour ma part, c'est répéter, encore et encore et encore. Et si je ne fais pas ce travail-là, je sais que pour le coup, et on l'a travaillé pendant la formation, je me perds dans mes notes. Je suis dans l'émotion, puis je remets le nez dans ma feuille et hop, ça coupe le courant et il faut repartir. Et la seule solution pour moi, et Anaïs nous dira peut-être comment elle s'y est prise, c'est de refaire et avec des tons différents et très vite et très doucement. Et c'est comme ça que j'arrive à être à peu près en lien avec les gens, quoi. Sinon, je suis agrippée à ma feuille et il n'y a plus rien, quoi. Donc, je sais pas comment... Mais juste question idiote de journaliste, pléonasme, qui incarne le sens commun, je suis là pour ça. Vous faites du théâtre dans la vie ? J'ai fait un bac option théâtre. Enfin, c'était il y a quand même 2 bonnes années. Mais plus depuis. Voilà, mais ça m'avait beaucoup plu. Bon. J'y reviendrai peut-être. Alors, en ce qui me concerne, je vais peut-être aussi vous décevoir, mais depuis mardi, je n'ai pas touché à mon texte. D'ailleurs, je ne l'ai même pas retapé, parce que je m'étais dit que ça avait tellement fonctionné la semaine dernière, comme ça, mise dans l'arène, sans avoir eu le temps de répéter. Je l'avais lu une fois, je m'étais enfermée dans un bureau, on avait la bibliothèque pour nous. Je l'avais lu une fois, comme ça, je me suis rendu compte que certaines formules, je n'arrivais pas bien à les articuler, que j'ai modifiées. Et là, je suis arrivée, vraiment, j'ai des témoins, je suis arrivée avec mes feuilles de brouillon de mardi dernier, je les ai relues comme j'avais passé le concours de la semaine dernière. Voilà, donc je privilégie pas la répétition, au contraire, je privilégie l'improvisation et le moment, parce que c'est un moment qu'on vit, en fait. Un discours, c'est vivant, et c'est plutôt un moment qu'on offre qu'une préparation, en fait. J'ai voulu le faire comme la semaine dernière. Voilà, à tort ou à raison, mais je me suis bien amusée, en tous les cas. Comment avez-vous trouvé le public ? Le public, moins réactif que
que la semaine dernière... C'est pas bien, hein? Non, c'est pas forcément que c'est pas bien. Peut-être qu'ils étaient plus attachés aux mots. Et bon, là, il n'y a que 2 discours qui passent. Il faut dire qu'aussi, la semaine dernière, on était plus nombreux. Peut-être qu'à un moment, la patience lâche et puis on se lâche un peu plus, la concentration baisse. Ah oui, c'est un public littéraire, en fait, beaucoup plus proche que du café-théâtre. Oui, peut-être. Non, mais et puis l'acoustique n'est pas la même non plus, donc on n'entend pas bien la manière dont vous réagissez, mais les applaudissements... Mais pendant, justement, il a été question de cela, être capable de sentir ce qui se passe dans les profondeurs du public. Ça influe sur votre façon de Oui, de ça dire... influe, oui, parce qu'on regarde la salle, on voit des sourires, on se dit, bon, ça va, celle-là c'est passé, on continue, bon, celle-là aussi, et puis on entend des petits ricanements, et puis voilà. Non, ça influe beaucoup, oui. Vous vous fondez sur la masse du public ou vous essayez de temps en temps de faire une sorte de carottage visuel en regardant une personne? J'ai regardé certaines personnes, oui. J'ai vu des sourires qui ne s'effaçaient pas, donc j'étais très contente et ça me donnait confiance, alors je les lâchais plus des yeux. Et vous-même Alors, effectivement, j'ai trouvé, mais c'est peut-être l'acoustique aussi, on entendait beaucoup moins bien les réactions. C'est vrai que pour le second tour, on était dans cet amphi Descartes avec beaucoup de résonance, donc la moindre personne qui soupirait, on l'entendait. Et là, c'était pas évident de se baser sur le visuel, j'ai trouvé. Donc, c'est plus une question de perception. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, j'essaye justement de pas les fixer et de balayer du regard régulièrement pour arriver à capter les choses dans son ensemble. Et c'était moins évident, effectivement. Et pour répondre à ce que vous disiez, au premier tour, j'ai un monsieur qui était au premier rang et à un moment, je voyais qu'il relevait plus le nez vers moi. Et du coup, j'ai laissé durer une pause que j'avais prévue un peu plus longtemps, hop, il a relevé le nez et je suis partie. Donc, c'est prépondérant, vraiment. Mais ici, en l'occurrence, en plus, c'est vrai que c'est sombre, mais ça, Laura m'en a parlé, elle me dit, tu vas voir, ça va être très bon. Donc, il faut essayer, je sais pas trop comment vous le mettre en mots, mais vous voyez, comme quoi, il faut sentir, quoi, essayer de... Voilà, puis quand on en voit un qui bâille, bon, bah vite, regardez ailleurs, d'où l'intérêt de pas trop s'attarder sur les gens individuellement, mais vraiment de balayer pour voir si dans l'ensemble, c'est des têtes satisfaites, contentes d'être là, ou au contraire, un peu... voilà. Mais aucun fauteuil n'a claqué, hein. Ça, c'est important. Non, on espérait. Parce que dans les amphis à la Sorbonne, c'est terrible. J'ai connu bien des professeurs, on n'entendait plus leurs cours, on entendait clac, clac, c'est ça, les castagnettes. Les fauteuils ici sont plus confortables, hein. Merci.